Um, wir haben hier den Tankanschluss für den Wasserstoff und an der Tankstelle gibt es dann eine Tankpistole, die hier aufgesetzt wird. Wir haben an der Tankstelle Hochdruckwasserstoff mit Druck über 700 bar und füllen diesen komprimierten Wasserstoff hier ein. Er wird in die Wasserstofftanks eingefüllt, bis in den Wasserstofftanks ein Druckniveau von 700 bar erreicht ist. Und dann sind die Wasserstofftanks voll. In dem Fahrzeug hier haben wir dann knapp 6 Kilo Wasserstoff an Bord. Und mit diesem Wasserstoff fahren wir dann 350 bis 400 Kilometer weit. Der Wirkungsgrad von Brennstoffzellenfahrzeugen ist etwa zweimal so hoch wie der von normalen verbrennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeugen. Und damit habe ich eben eine Reduktion um Faktor 2 im Kraftstoffverbrauch. Und außerdem habe ich dadurch die Möglichkeit, auch die CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen des Verkehrs, des Straßenverkehrs signifikant zu reduzieren. Das geht auch schon, wenn ich den Wasserstoff, den ich ja für das Brennstoffzellenfahrzeug brauche, über Erdgas erzeuge, also durch Erdgasreformierung. Da habe ich aber noch fossile Anteile an Energieträgern, eben Erdgas. Aber es wird dann noch besser möglich, man kann die Emissionen, Treibhausgasemissionen noch deutlicher reduzieren, wenn man den Wasserstoff aus regenerativen Energiequellen erzeugt. Und das könnte zum Beispiel Windenergie sein oder das ist Windenergie oder auch eben Biomasse, Erzeugung von Wasserstoff aus Biomasse. Und damit habe ich beide Themen, die heutzutage sehr wichtig sind, nämlich einmal die Reduktion des Energieverbrauchs des Straßenverkehrs und die Reduktion der Emissionen abgedeckt. Außerdem haben Brennstoffzellenfahrzeuge relativ niedrige Lärmemissionen, sie verursachen wenig Lärm, das ist auch nochmal vor allen Dingen in Städten ein großer Vorteil. Innerhalb der Brennstoffzelle findet eine elektrochemische Reaktion statt. Die chemische Energie des Wasserstoffs wird umgewandelt in elektrische Energie, indem der Wasserstoff die Elektronen abgibt. Und diese Elektronen werden dann in einem externen Stromkreis über die Verkabelung letztlich zum Elektromotor transportiert. Der Elektromotor bekommt den elektrischen Strom aus dem Brennstoffzellensystem, besser gesagt aus dem Brennstoffzellen-Stack. Dafür braucht der Stack Wasserstoff aus den Wasserstofftanks und Luft aus dem Luftversorgungssystem. Die Luft wird hier im Befeuchter befeuchtet und im Stack zugeführt und so wird dann aus Wasserstoff und Luft der elektrische Strom produziert. Und zwar gibt der Wasserstoff, der hier aus dem Tank kommt, gibt Elektronen ab und diese Elektronen können dann über die Verkabelung zum Elektromotor transportiert werden.
Mais ça peut être sur des chips doubles, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer avoir deux capteurs. Voilà. C'est pas mal, ça peut faire la nuance pour en fait un Mais- backup et sécurité. Mais pour l'instant, ce qui est prévu, c'est qu'il n'y a qu'un seul, chips qu'on voit ici. Intrinsèquement, l'hydrogène est un gaz explosif et inflammable. Donc ça peut bien évidemment poser des problèmes d'en avoir une grande quantité à bord d'un véhicule. Au même titre que ça peut poser des problèmes d'avoir une grosse quantité d'essence ou du GPL dans un véhicule automobile. Le risque d'explosion n'est jamais écarté. Il faut aussi savoir que l'hydrogène explose au-delà d'une teneur à 4% dans l'air. Mais pour que l'hydrogène explose, il faut des conditions particulières et notamment une étincelle, un point chaud qui va effectivement provoquer cette explosion. En utilisation régulière et routinière, si tout se passe bien à bord d'un véhicule, comme quand tout se passe bien à bord d'un véhicule à essence par exemple, l'hydrogène ne présente pas plus de risques. Par contre, pour éviter tout risque, en cas de dysfonctionnement du véhicule, en cas de fuite par exemple de l'hydrogène dans le véhicule, il est indispensable d'avoir des dispositifs de sécurisation qui vont effectivement permettre de limiter le plus possible ces risques d'explosion. Ces capteurs sont à base de la partie sensible, celle-là, ici même, est à base de palladium. Le palladium, c'est un métal précieux. Alors, le capteur, en termes de coût, est limité parce que la quantité de palladium, on est sur de la nanotechnologie, donc on a très très peu de métal déposé sur ces parties sensibles, sur ces capteurs. Et le palladium est une véritable éponge à hydrogène. En présence d'hydrogène, le palladium réagit avec l'hydrogène, forme un hydrure de palladium qui a ses propriétés physiques, chimiques, qui sont modifiées par rapport au palladium métal. Et en fait, c'est cette conversion chimique de palladium en hydrure de palladium qu'on détecte dans le cadre de avec ces dispositifs. Enlever la main, voilà, très bien. Top. Voilà. Donc. Enlever la main, enlever la main. Mon gros plan. Je fais après un transfert. Le gaz rentre, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. La cellule est ensuite fermée. Et cette cellule en plexiglas est connectée à un dispositif de mélange de gaz qui nous permet de faire à façon des gaz hydrogénés, des mélanges hydrogénés de différentes concentrations dans une gamme qui nous intéresse, typiquement de l'hydrogène pur jusqu'à 0 ou 0,5 ou 0,2% d'hydrogène dans l'air ou dans l'azote. Donc on couvre toute la gamme de concentrations qui nous intéresse, dont l'étude nous intéresse. Et bien évidemment, on va se focaliser autour de la limite qu'on a établie pour la spécification de ces capteurs, à savoir le 1% qui constitue cette limite de détection qui est nécessaire d'atteindre. Donc nos capteurs à différentes concentrations de gaz, à des flux de gaz hydrogénés de différentes concentrations, et on mesure le signal électrique de réponse du capteur. Ici, c'est l'exemple d'un capteur qui se trouve dans la cellule. On a soumis à différentes concentrations d'hydrogène dans de l'azote, 5% d'hydrogène, à nouveau 5%, montrant la reproductibilité du signal, 4, 3, 2, 1%, 0,5%. Donc l'injection du mélange hydrogéné, puis coupure, on est sous air, on revient à la ligne de base, à nouveau sous hydrogène, coupure, on revient,
sous R, hydrogène, R, hydrogène, R, hydrogène, R, et là 1% d'hydrogène, et le retour à la ligne de base sous R. Ok, super. Et si jamais, c'est pas Débasé, en fait, sur l'instruction centrale est basée sur le software qu'on va avec. En fait, il est Mais on peut aussi imaginer près du moteur électrique, parce que dans le cas d'une fuite majeure qui peut être provoquée par exemple par un accident ou une rupture de la ligne, ce qui va se passer, c'est que le capteur va envoyer un signal à l'ordinateur de bord qui prendra les mesures nécessaires à la mise en sécurité du véhicule.